Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 9h08 à Cotonou et à Parakou. Ravi de vous retrouver sur les différentes fréquences des médias du groupe de presse Le Matinal. Merci de nous préférer. Voici votre émission Carte sur table, l'émission sociopolitique hebdomadaire. Depuis quelques jours, le Bénin est secoué par une explosion des contestations sociales avec en toile de fond des revendications pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs ainsi que du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Pendant que le chef de l'État, Patrice Talon, appelle à une trêve sociale, les centrales et confédérations syndicales décident de poursuivre leur mouvement de grève jusqu'à la satisfaction totale de leurs doléances. L'invité de ce numéro de Carte sur table, l'honorable président Epiphan Kwasi Kenon, va se prononcer sur le sujet. Honorable, bonjour. Bonjour, Hospice. Ancien député, ancien préfet des départements de l'Atlantique et du Littoral, vous êtes le président du parti Le Rassemblement pour la démocratie et la République RDR. Avec vous, nous parlerons de la vie et de votre formation politique, de l'Assemblée nationale, de la gouvernance du président Patrice Talon, du COS-LEPI, de la lutte contre la corruption et j'en oublie. À partir de 10h05, vous aurez l'occasion d'intervenir dans cette émission, le 65 00 24 24, le 61 53 90 53 pour être en direct. Merci aux auditeurs du Nord qui nous ont rejoints grâce à Iban FM de Parakou en synchronisation, aux téléspectateurs qui nous regardent grâce à la caméra de Océan Télévision Web et puis ceux-là qui sont du côté bien sûr du monde entier, de la diaspora, qui nous suivent grâce à l'application Océan FM 48.6 téléchargeable dans Play Store. Toute l'équipe est en place. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Bienvenue une fois encore sur Océan FM. Voilà, le décor est ainsi planté. Monsieur le Président du RDR, rebonjour, comment allez-vous? Bonjour, Hospice de Dravo, et bonjour à tout le personnel ici présent dans la cabine, que je saisis cette opportunité pour saluer également les auditeurs de Océan FM et surtout les promoteurs pour les efforts consentis dans le cadre de l'animation de la vie publique. Voilà, merci. Eh bien, la première question qui me vient à l'esprit, Monsieur le Président, c'est de savoir ce que vous faites actuellement depuis que vous avez quitté les affaires à la préfecture de Cotonou. Merci, cher ami. Je pense que nul est indispensable à vie. J'ai, après l'Assemblée nationale, appelé à faire mes preuves à la tête de la préfecture du littoral de Cotonou qui administrait les départements du littoral de l'Atlantique. Tout à fait. J'ai certainement fait de mon mieux pour essayer de donner satisfaction à la population, de revigorer la gestion des communes qui étaient sous mon administration. Depuis que j'ai quitté ces fonctions, dites-vous que je cultive mon jardin, comme l'a dit l'autre. Ah oui. Et j'essaie d'apprécier donc les faits politiques tel que cela est vécu donc par mes compatriotes et dans ma posture donc de socio-anthropologue. Voilà. Alors, je vais revenir tout à l'heure sur le niveau de la préfecture de Cotonou, puisque vous avez remplacé quand même quelqu'un, plutôt pas, non, vous avez donné plutôt le pouvoir donc à Monsieur Modeste Tobola. Alors, je vais vous laisser écouter cet élément sonore avec la permission de Roch Godon-Redo et je reviens à vous et suivez plutôt cet élément. Nous voulons la motion de procédure. Nous voulons que vous accordiez la motion de procédure. Nous ne voulons pas autre chose. La motion de procédure, c'est tout ce que nous voulons. La procédure, il faut que nous puissions, n'est-ce pas, amender la procédure, Monsieur le Président. Non, ça ne peut pas passer. Ça là, c'est le dictat. Ça ne passera pas. Il n'y a pas de... Il n'y en a pas. Vous ne prenez pas la parole. Vous ne prenez pas la parole. Vous ne prenez pas la parole. Quand vous ne prenez pas la parole, la motion de procédure va passer. La motion de procédure va passer. Nous sommes au Parlement, nous sommes où là? Voilà. Monsieur le Président, ça fait longtemps qu'on n'a plus retrouvé cette ambiance à l'Assemblée nationale. Et ça dit que ceux qui sont là aujourd'hui, où je vais parler monsieur, des députés, ils ne sont plus éclairés, ou disons carrément, ne jouent plus efficacement leur rôle, disons, de représentant de la nation, contre pouvoir, l'Assemblée nationale. Dites-le nous.
Merci, merci de m'avoir fait revivre un peu les moments chauds de la 6e législature. Et je voudrais vous dire que si cela était à faire, je le referais. Ah oui. Je pense que, vous voyez, la démocratie a consacré des pouvoirs ou a mis en place des institutions et que chaque institution doit jouer sa partition. Et il arrive que la majorité à l'Assemblée nationale ne soit pas animée d'une volonté d'écouter la minorité. Parce que si vous suivez bien, si je suis bien cet élément sonore, je faisais partie du corps de l'opposition. Tout à fait. Et il y avait des lois scélérates. Et nous avions tous reconnu que ces lois ne devaient pas passer. Mais à l'époque, l'administration législative, avec donc son cortège de majorité, tenait à faire passer nécessairement ces lois-là. La minorité, nous nous sommes réunis et nous sommes dit, d'abord, il fallait que les leaders de l'opposition, à savoir à tout seigneur, tout honneur, Rosine Soglo, le président Bruno Amoussou, le président Adrien Mbedi et le président Idji Kolaolé, que ces différents présidents aillent rencontrer le président de l'Assemblée qui était Nago Mathurin, Nago Kofi Mathurin, pour lui dire que ces lois comportaient trop de dangers pour la nation. Je pense que cette démarche avait été faite et il n'y avait pas de suite. Et le président de l'Assemblée d'alors tenait nécessairement à faire passer ces lois et il m'a été demandé de relire un peu le règlement intérieur pour voir quelles sont les dispositions qui nous permettaient d'empêcher le passage en force du président de l'Assemblée pour faire voter cette loi. Alors, donc, je suis retourné, et tout le monde est retourné, et on m'attendait, donc je suis enfermé dans mon bureau, puisque j'officiais en tant que président de la commission, n'est-ce pas, du plan. Et quand j'ai fini de lire, j'ai trouvé un passage qui disait que lorsque, au cours d'une discussion d'un projet de loi ou d'une proposition de loi, et il y a du bruit, les députés ne s'entendent pas et qu'il y a du bruit, le président de l'Assemblée est obligé de suspendre la séance. Si à la reprise, eh bien, le bruit s'amplifiait, eh bien, le président de l'Assemblée est tenu de renvoyer la séance sine die. Donc c'est exprès que vous avez... Et voilà. Donc, et ce que beaucoup n'ont pas compris, le législateur a prévu ces moyens-là pour empêcher le président de continuer sa marche forcée. Et donc, c'est ce que nous avons. Donc, je suis retourné vers les leaders de l'opposition. J'ai dit, bon, voilà, j'ai trouvé. Et j'ai trouvé ce que... la machine. Yeah. Alors, donc, ils m'ont dit quoi? Donc, j'ai expliqué, on dit, bon, tu ne dis rien à personne, nous allons dans la salle. C'est nous-mêmes qui sommes allés chercher le président Nago pour dire, maintenant, nous sommes prêts. Alors qu'on venait de passer 3 jours à l'Assemblée sous la pression du président Nago. Alors, c'est nous qui sommes maintenant partis vers lui pour dire, bon, nous sommes fatigués, il n'a qu'à venir, on va voter sa loi, on va partir. Donc, il était tout heureux. Donc, l'usure a porté et il est arrivé, il pensait qu'il allait faire son affaire. Et nous avons mis en application cette disposition du règlement intérieur. C'est ça l'Assemblée nationale. Et voilà, c'est ça l'Assemblée nationale. Justement. Et ça l'a fait reculer. Ça l'a fait reculer. Alors, je vous laisse écouter encore un autre élément sonore, et Honorable Epiphane Kenom, toujours à l'Assemblée nationale, et on revient sur les commentaires. Pendant une année, nous, de la minorité parlementaire, avons observé et tenté d'opiner diplomatiquement sur les dérives du gouvernement à travers les rencontres folkloriques du chef de l'État avec les groupes parlementaires, mais nous n'avons pas été écoutés. S'il vous plaît, chers collègues, je n'accepterai pas que vous fassiez outrage aux institutions de la République. Vous avez commencé par un premier outrage concernant l'Assemblée nationale elle-même. Je suis passé là-dessus. Mais vous ne pouvez pas outrager le chef de l'État. Ce n'est pas possible, c'est une institution. De modérer vos mots. Nous sommes ici à l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas en meeting. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je crois bien que c'est la déclaration d'un groupe
du Parlement. Voilà, le président Adrien Gbedji avait-il raison de stopper le député Guy Dosso-Mitakwe, honorable? Bien, merci. Je prends les deux éléments, je compare. Tout à fait. Je pense que dans les fonds sonores que nous avions écoutés premièrement, j'invoquais le président à respecter les principes démocratiques et les règles, n'est-ce pas, qui fondent, n'est-ce pas, le fonctionnement de l'Assemblée nationale, autrement dit, le règlement intérieur, parce que la motion de procédure passe avant tout. Et lorsque vous demandez une motion de procédure, le président est obligé de l'accorder. C'est ça. Donc, c'est ce que moi j'ai utilisé. Je ne suis pas allé à des invectives. Je n'ai pas apostrophé le président de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas fait des appréhensions sur la gestion ou sur ça. Donc, je crois que j'ai suivi cet incident et j'ai trouvé que c'est regrettable. Le président de l'Assemblée, dans ce rôle, a voulu ramener un peu le collègue à la raison pour dire tu es libre de tout dire. Mais il ne faut pas que tu apprécies ou bien que tu insinues. Voilà, c'était ça. Que tu insinues, que tu fasses des insinuations négatives à l'endroit, n'est-ce pas, de l'institution, au point même jusqu'à aller apostropher le gouvernement. Et je voudrais dire également ici qu'une déclaration à la tribune est différente d'un débat. C'est ça. Est différente d'un débat. Donc, dans un débat, vous pouvez tout dire. Vous pouvez tout dire, et c'est surtout ça qui est protégé par l'immunité. C'est ça. Oui. Que tout ce que vous pouvez dire à l'intérieur de l'hémicycle est protégé donc par les dispositions de la loi. Le gouvernement et son chef ne peuvent pas vous intervenir là-dessus. Mais lorsque vous allez faire une déclaration à la tribune, vous pouvez évoquer des thèmes, des principes démocratiques, mais vous ne pouvez pas aller à des insinuations qui pourraient être qui seraient tendancieuses. Voilà ce que je peux dire. Voilà qui est clair désormais. Alors, Monsieur le Président, évoluons donc dans le débat. Dites-moi, comment se porte aujourd'hui votre parti politique, le Rassemblement pour la démocratie et la République? Oui, merci, Monsieur Renou. Le Rassemblement pour la démocratie et la République se porte bien. Et le 30 septembre dernier, et ça fait pratiquement 4 mois, je crois bien, 4 à 5 mois, 4 à 5 mois, a fait son dernier congrès et a fait sa démonstration, n'est-ce pas, de force pour montrer que le RDR vit. Je crois que les événements qui ont suivi les élections de 2016 ont donné raison au RDR. Vous savez, les gens ont moins l'habitude d'apprécier ceux qui disent la vérité. Le monde étant à 90% faux. Oui. Et donc, les gens aiment baigner dans le lac du mensonge, de la menterie, des flagorneries, etc. Et j'ai dit, il y avait des choses. Vous savez que en 2016, nous étions en train d'aller aux élections législatives. C'est un mandat qui a été confié, que le peuple a confié à des représentants. Et ces mandats devaient être assurés à travers essentiellement 4 fonctions. La fonction législative, c'est-à-dire vous devez produire des lois qui portent des intérêts, qui assurent les intérêts, n'est-ce pas, généraux. Ensuite, vous devez consacrer l'impôt, ça veut dire que vous devez fixer à l'État le niveau de collecte d'impôts, ça veut dire l'assiette. Comment est-ce que l'État, le gouvernement, dans sa volonté d'élargir, n'est-ce pas, l'assiette publique, vous devez pouvoir lui dire, tu peux élargir jusque-là, mais tu ne peux pas dépasser ses limites. C'est ça. Donc, c'est consacrer l'impôt et autoriser le gouvernement à collecter, n'est-ce pas, l'impôt. Dans la troisième mission, l'Assemblée nationale doit assurer le contrôle de l'action gouvernementale. Autrement dit, la gestion des ressources nationales. L'action gouvernementale, elle est sociale, elle est économique, elle est financière et elle est juridique, etc. Autrement dit, vous devez veiller à tout ça si l'action gouvernementale protège les droits,
protège les libertés, protège un certain nombre de choses et assure, n'est-ce pas, l'efficacité de la gestion, de la gouvernance financière, etc., combat la corruption, un certain nombre de choses pour permettre à ce que ce soit tout le peuple qui dispose, n'est-ce pas, de la cagnotte sociale et non que la cagnotte générale et serve seulement quelques intérêts particuliers. C'est ça. Alors, donc, vous voyez. Et ensuite, la mission de représentation. Et ça, là, c'est ça qu'on ne comprend pas. La mission de représentation, cela veut dire que le député doit descendre vers le peuple, essayer de comprendre les aspirations du peuple et les transformer et les élaborer maintenant en termes de loi. Aller rendre compte, c'est aussi, n'est-ce pas, la reddition des comptes. Puisque tu as reçu un mandat, il faut que de temps en temps, tu ailles vers le peuple. Quelles sont vos nouvelles aspirations? Celles avec lesquelles je suis parti, je les ai exécutées, je les ai assurées jusqu'à tel niveau. Donc, quand on prend ces missions-là, on doit pouvoir se dire, lorsqu'il y a une nouvelle élection, les gens doivent rendre compte. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Personne n'a rendu compte. Les gens ont dit, bon, il faut chasser Yahi Boni. Même s'il fallait chasser Yahi Boni. Mais il y a une autre élection qui permet de chasser Yahi Boni. C'est l'élection présidentielle. C'est ça. Mais l'élection législative devait nécessairement nous permettre de faire le point pour que le peuple sache que voilà ceux qui ont efficacement fait le travail. Mais, tu sais, nous sommes dans une société et voilà comment notre société fonctionne, donc il fallait l'admettre. J'ai également... beaucoup de gens se sont dit que mon départ de la Renaissance du Bénin et que c'était donc un fait de transhumance et que c'était donc pour aller vers la rivière de Yahi Boni et que j'ai quitté. Donc, vous voyez, le peuple comprend mal. Seuls ceux qui étaient à l'Assemblée nationale ont pu savoir. Vous étiez fatigué de la Renaissance du Bénin? Je n'étais pas fatigué. Le mot de gestion n'était pas... Je faisais tout simplement en tant que un très proche des hauts responsables de la Renaissance du Bénin. Je faisais observer les déviations, bien les déviances, n'est-ce pas, dans la gestion. Et un peu la course vers l'autocratie que j'observais auprès de mon petit frère qui était le président du parti. Et j'ai été mal compris. Et qu'on m'a demandé, avec beaucoup de gentillesse, eh bien, si c'était facile de créer un parti, va créer également ton parti et gère. Donc, c'était tout simplement qu'on m'a demandé de partir, j'ai accepté. Vous voyez maintenant. Alors, et comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, et vous avez vu qu'après mon départ, quelques 2 ans, 3 ans après, tout le reste est parti. Tout le reste est parti. Et ils sont partis. Mais ils n'ont même pas laissé la maison. Ils sont partis avec la maison. Aujourd'hui, on a 2 ailes. Voilà. Mais est-ce qu'il y a 2 ailes? Ils sont partis avec la maison parce que... Lali Soglo continue toujours de dire qu'il est le président de la Renaissance du Bénin. Mais vous pouvez toujours continuer de crier haut que vous êtes Jésus, sans l'être. Donc, c'est le problème, ça. Donc, le fait qu'ils ne soient pas sur le territoire national... Non, le problème n'est bien pas là. Le problème n'est pas là. Et je me dis, si quelqu'un commence à parcourir à travers l'avant de Océan FM et dit que c'est lui Jésus, venez me voir, c'est moi qui vais vous ressusciter, comment pourrait-on lui dénier qu'il n'est pas Jésus? C'est lui seul qui sait ce qu'il est. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la réalité juridique est que la Renaissance du Bénin se trouve dans les mains des réformateurs. À savoir donc le président Abraham Zizino, c'est ça. Et il y a donc... disons, des actions en justice qui ne sont pas encore... mais le ministère de l'Intérieur a très tôt, disons, voilà, donné raison à Abraham Zizino et consorts. Non, je ne crois pas que le ministère de l'Intérieur ait très tôt donné raison. Ouais. Et vous savez, c'est simple. Moi aussi, je suis en train d'agir aujourd'hui en tant que chef de parti. Ouais. Je ne suis pas disponible. Les règlements imposent que tous les 3 ans, peut-être, nous devons aller au Congrès. Le Congrès doit être convoqué par le président du parti. C'est ce qu'a prévu les tests. 3 ans sont passés. 4e année, je dis, je n'ai pas le temps. 5e année, je dis, je n'ai pas le temps. Mais on me voit allègrement et pédaler à travers champs et prés.
et à prendre tous mes plaisirs qu'il faut. Mais et je dis, je n'ai pas le temps pour convoquer, n'est-ce pas, les réunions. C'est ça. Alors, mieux, j'ai le plaisir de faire mes voyages. Alors, les gens se sont dit, mais les textes sont prévus qu'il y a des vice-présidents. Si le président n'est pas disponible, il donne donc mandat au vice-président, au premier vice ou deuxième vice-président, dans la hiérarchie, de convoquer la réunion. Donc, tant qu'un délai est passé et que le président n'a pas cru devoir et lire correctement les dispositions, n'est-ce pas, du règlement intérieur qui encadre et ses pouvoirs, eh bien, les autres sont obligés, dans leur majorité, de dire, bon, eh bien, la majorité adresse une lettre au président et lui demande de convoquer expressément la séance. Si le président ne le convoque pas, eh bien, la majorité prend les dispositions à cet effet. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de la Renaissance du Bénin. Voilà. Alors, Monsieur le Président, vous avez annoncé Urbi Orbi, et votre appartenance est désormais à la mouvance présidentielle. Et lors de votre congrès ordinaire, une déclaration quand même qui continue de surprendre plus d'un. Alors, qu'est-ce qui vous a concrètement séduit dans le programme d'action du gouvernement ou carrément dans le projet de société du président Patrice Talon? Bon, ça ne devait pas surprendre. Nous avons écouté des échos sonores tout à l'heure. Et ces échos sonores nous permettent de dire que je suis du côté du peuple. Ça veut dire que tout ce qui concourt au mieux-être du peuple, tout ce qui concourt à la réalisation du bien-être de la population, ce sont ces causes que moi je défends. Et regardez, je ne sais pas faire des reverses bizarres ou des reverses dangereux. Si le même peuple qui s'est levé hier pour demander le départ du président, de l'ancien président, et pour combattre même son dauphin à l'élection présidentielle de 2016, ce peuple s'était basé sur des griefs, sur des revendications fortes, dont notamment la corruption, la mauvaise gestion, la prévarication et la mauvaise organisation, disons, des concours frauduleux. Et ce peuple-là finit par dire, nous ne voulons même plus que ce soit lui qui nous présente quelqu'un, même si celui-là est bon, nous ne voulons pas. Donc c'est ce peuple qui, pour se faire justice, pour se rendre justice, pour recréer les conditions qui lui seront favorables pour demain, qui ont fait venir le président Patrice Talon, qui a pris l'engagement sur ces choses-là. Eh bien, je pense que on ne peut jamais construire, réaliser un bien-être ou construire du bien et sans qu'il n'y ait de risque ou de perte qu'on ne fasse. Beaucoup de gens ont estimé qu'il y avait déjà un deal avec le président Patrice Talon. Nous allons écouter cet élément sonore rapidement et on revient. Sur Internet, nous voyons dans la presse des photos publiées. Je l'assume. Je n'ai pas que mangé avec Talon à Sofitel, Arc de Triomphe. J'ai mangé également à l'Élysée avec lui. Et j'ai mangé dans des restaurants les plus huppés de Paris avec lui. Je m'étais baladé même la main dans la main avec lui à la place de la République pour aller acheter, n'est-ce pas, des cartes SIM. C'est un crime. C'est parce qu'il y a des intérêts différents qu'il y en a qui sont déclarés communs. Donc, moi, mon intérêt étant différent, l'intérêt commun, c'est la nation. Et qui ne trouverait jamais d'obstacle. Tout irait de lui-même. Et la politique cesserait d'être un art de mensonge et d'identification de certaines personnes comme le mal de la nation. Voilà, la radio a de la mémoire. Alors, c'était un deal. Pratiquement, on dirait que c'était déjà préparé depuis des années par rapport à Patrice Talon. C'était ça, oui, écoutez, ouais. Je suis très content d'avoir écouté ça. Et savez-vous, j'étais allé à Paris. J'ai été à Paris avec plusieurs autres. Parce que à l'époque, il y a des choses que les citoyens ne pouvaient pas comprendre. Et c'est après que cela s'est mis sur la place publique, a été mis sur la place publique. Le président Talon
a été l'un des supports à l'arrivée du président Yahi Boni. Et déjà en 2011, vous saviez que il a été créé une grande coalition appelée l'Union fait la Nation et qui ne vendait pas sa peau pour le départ de Yahi Boni du pouvoir. Avec à la clé, comme candidat unique, jamais fait dans notre pays, le candidat Adrien Mbedi. Et tout était clair. Le président Yahi Boni était même lui-même aussi très sûr de son départ. Et dans ces conditions, le président Yahi Boni, qui déjà avait maille à partir avec son bras financier, si je puisse m'exprimer comme ça, oui, était obligé de renégocier encore avec le président Patrice Talon. J'étais à l'Assemblée nationale et ce n'est pas que j'étais seulement sur live. Des gens étaient allés me voir pour dire il faut, grand frère, essaie de parler pour que vraiment les amis se réconcilient. Ah oui. J'ai fait ce qui était de mon pouvoir du côté de ma formation politique. Parce que vous saviez que j'étais très écouté de la présidente Rosine Vieira-Soglo, j'étais son bras droit. Donc, et j'avais également l'écoute des députés de la Renaissance du Bénin. Donc, j'ai joué ma partition, j'ai fait les go-between entre les députés de l'opposition, les députés de la majorité, pour que finalement, il y ait apaisement. Et le président Patrice Talon, qui est très fin politiquement, très inspiré, qui a le flair politique, et a fini nous ne dirons pas la surprise de tout le monde, mais comme si décidé de soutenir encore le président Yahi Boni. C'est ça. Oui. Ce qui a permis à Yahi Boni, avec le soutien de certains députés, comme je veux nommer Azanaï, à réaliser le chaos. À réaliser le chaos. Le chaos. Et comme les intérêts particuliers sont parfois au-dessus des intérêts généraux, eh bien, on a apprécié ce chaos de Tchéké. C'est de là que c'est parti. C'était un vrai chaos? Je crois que c'est un vrai chaos. Un vrai chaos. Et maintenant, oui. Alors les mentors, les supports de ce chaos, eh bien, s'en vantaient en disant que c'est Tchéké. Bon, on a bu ça jusqu'à la lie. On a bu ça jusqu'à la lie. Et après, le président, le pouvoir est arrivé en 2011. Oui. Le président Mbedi est tombé, les deux pieds joints, et sous la pression du chaos. Et là, nous sommes entrés dans une nouvelle gouvernance. Tout à fait. Qui est le deuxième mandat du président Yahi Boni. Alors, on a géré ça et puis on a commencé par voir que les mêmes causes, comme je dis, produisent les mêmes effets. Le président Yahi Boni, et tout comme le président Kérékou l'avait fait, et je sais de quoi je parle, il y a toujours ceux qui sont les marchands d'illusions, ont commencé par donc agiter à l'Assemblée nationale qu'il fallait que le président Yahi Boni fasse un troisième mandat. Décidément. Alors. Donc, quel sera le mode operandi? Il fallait acheter certains députés, il fallait modifier la Constitution, et ça n'a pas raté. On a envoyé le texte de la Constitution qu'on voulait modifier, et les leaders de l'opposition ont appelé un certain nombre de députés, dont moi, pour dire il faut faire tout pour faire échouer ça. Toujours vous.
c'est aussi là. Quand il y a quelque chose, il faut voir. C'est vrai, à l'époque. Alors, donc, j'ai étudié le test, j'ai ressorti du test tout ce que pouvait constituer des pièges, j'ai rendu compte aux leaders de l'opposition et on a dit, bon, il ne fallait même pas laisser ce test-là venir en plénière, il faut lui faire KO déjà en commission. On l'a mis KO, effectivement, le test en commission, on l'a désécrété. Ça n'a pas plu au président Bouniaï. Ça n'a pas plu au président Bouniaï. Donc, il faut retenir que je n'ai jamais été du côté, dès le début du mandat du président Bouniaï, le premier mandat comme le deuxième, je n'ai jamais été du côté du président Bouniaï. Je l'ai combattu, pas en institut personnel, parce que j'appartiens à une formation qui animait l'opposition. Et c'est pour se faire pardonner qu'il vous a nommé préfet dans les tout derniers instants. Je n'ai pas pensé à ce que le président Bouniaï voulait se faire pardonner. Et j'ai plutôt pensé que la République avait besoin de quelqu'un qui manipule les tests, c'est-à-dire qui connaît les tests, avait besoin également de l'apaisement à la tête, n'est-ce pas, des départements de l'Atlantique et du littoral, parce que vous saviez, à l'époque, le préfet devenu ministre de l'Intérieur, Placide Assandé, était à couteau tiré avec la mairie de Cotonou, avec les syndicalistes qui ont même réclamé son départ, sinon il ne reprenait pas le service. C'est ça. Ils se sont mis en grève avec une grande marche. Alors le président Yahi Boni cherchait l'oiseau rare qui pouvait venir apaiser. Et il se faisait que, à l'époque là même, j'étais en rupture de banc avec la mairie, avec, n'est-ce pas, la Renaissance du Bénin. Et peut-être les calculs politiciens ont amené les gens, bon, il faut prendre que non. Donc, il deviendra le loup qui pourrait pourchasser, n'est-ce pas, la Renaissance du Bénin. C'est ça, c'est terrible. Mais, c'est-à-dire, on peut faire cette lecture. Tout à fait, absolument. On peut faire cette lecture. Je suis politicien. Nous sommes d'accord. Ouais. Mais il y avait également dans la balance que ce que recherchait surtout le régime de Yahi Boni, c'est comment apaiser les tensions au niveau syndical et en même temps tenir un peu, marqué à la culotte la mairie de Cotonou, qui était un soutien de l'aile syndicale, en fait. C'est une analyse que je suis en train de faire de la grogne syndicale. Alors, donc, mais moi, je suis venu sur un terrain administratif. J'étais sur un terrain de représentation et je suis venu sur un terrain administratif de gestion du pouvoir. Donc, j'avais des expériences, j'avais des preuves à faire. Donc, et je me suis dit, pour calmer les uns les autres, il fallait avoir une nouvelle manière de management. Et ce que j'ai fait, et n'oubliez pas que le régime avait besoin de ça parce que nous étions à une dizaine de mois, à un an des élections présidentielles. Donc, on avait besoin nécessairement d'apaiser la cité cotonoise. C'est ça. Alors, donc, vous soutenez donc les réformes entreprises depuis le 6 avril 2016 par le président Talon, des réformes qui visent, selon lui, à moderniser le régime politique et à renforcer la bonne gouvernance. Seulement, on constate sur le terrain que certains ont du mal à accepter ou à comprendre justement les dites réformes-là. Mais pourquoi? Ils sont mal compris, le chef de l'État. Bon, et c'est vrai, on peut dire que, vous voyez, le peuple veut souvent quelque chose de son contraire. Le peuple, c'est pourquoi on dit, mais est-ce que vous connaissez vraiment le peuple? Alors, c'est le peuple qui a voulu que le président Patrice Talon travaille à améliorer les conditions. Et on ne peut pas améliorer les conditions sans aller à réformer le système. Puisque la mauvaise, ou je dirais, le malheur et la misère que vivent les populations sont les produits de la gestion, sont les produits du système de gestion.
Donc, il faut attaquer le mal à la source. La gouvernance, c'était la gouvernance qui produisait la misère. C'est ça. C'était la gouvernance qui entretenait la corruption. C'était la gouvernance qui faisait que les projets destinés à créer le bien-être social étaient détournés au profit, n'est-ce pas, de quelques-uns. Les sociétés qui ont été vidées de leurs ressources financières, les projets de construction tels que le siège de l'Assemblée nationale, qui a été dépouillé au montage du projet et à sa réalisation. La Sonapra, et où les balles de coton se perdaient et le reste était brûlé par des individus qui ne voulaient que réaliser... Ou inconsciemment. Voilà, consciemment ou inconsciemment, pour assouvir leurs intérêts particuliers. Mais tout ça là, les concours mal organisés, les grèves perlées qui ne permettaient plus aux enfants de passer un semestre, n'est-ce pas, scolaire avant la fin de l'année. Les étudiants qui pratiquement bourdaient tout le temps et qui ne bénéficiaient plus de l'encadrement ou qui allaient à des violences sur, n'est-ce pas, leurs enseignants. En réalité, le pays était mal géré, c'est ça. Le pays était au chaos, dans le chaos total. Il faut le dire. Et pour cacher et pour masquer cela, il y avait de l'argent qui circulait, de l'argent sale qui circulait à gogo. Donc, les gens pouvaient se bourrer le ventre, ils avaient de l'argent, mais tout le reste était totalement démoli. Alors, donc ceci étant, je crois qu'on ne peut pas régler ces problèmes, qui sont des problèmes de profondeur, sans s'attaquer à réformer le système de gestion et de gouvernance. C'est ça. Alors donc, si on comprend comme ça, oui. La première des réformes, c'était de voir au niveau, n'est-ce pas, de la superstructure, autrement dit la super loi, qui est notre constitution, qui est censée apporter un meilleur encadrement à la conduite de la gestion. Certainement que cet encadrement n'est plus bien assuré. C'est ça. La preuve, oui. La Haute Cour de justice, qui devait sévir en cas de détournement des biens sociaux par les gouvernants, par ceux qui dirigent le pays. On a passé 10 ans sous Kérékou. Personne n'a été inquiété. Le seul qui a été inquiété, Alain Diou, il a été relâché. Oui. On a dit que la loi ne permet pas de le poursuivre. On est à 10 ans du président Boni Yahi. Quelques-uns ont été inquiétés. Et puis, bon, et la manière dont même cela se fait nous a laissé penser à l'Assemblée nationale que le pouvoir même utilisait les dispositions de la loi pour empêcher le contrôle. Parce que c'est chaque fois que l'Assemblée était amenée à mettre en place des commissions de contrôle que le gouvernement saisit directement la justice. Et lorsqu'on le gouvernement saisit la justice, oui. Il est dit donc que l'Assemblée nationale n'a plus pouvoir à continuer ses investigations. Donc, on laisse tout. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que dans la Constitution, il y avait des dispositions qui ne permettaient pas la transparence, la reddition des comptes, la bonne gouvernance au profit, n'est-ce pas, des intérêts collectifs. Voilà. Donc, il faut aller là, aller corriger. Bon, or, notre peuple voit chaque fois en la Constitution un Dieu. Il a transformé la Constitution en un Dieu. Dit, bon, on ne peut pas toucher, il ne faut pas toucher à ça, on ne peut pas toucher. Mais aujourd'hui, nous sommes conscients que du Béninois de la campagne au Béninois de la ville, qu'il faut nécessairement améliorer notre Constitution. Après 25 ans. Tout à fait. Alors, le président Talon donc fait face depuis quelques temps à une fronde sociale. Le pays est paralysé par une grève de 72 heures et reconductible dans la fonction publique à l'appel donc des 7 centrales syndicales. Je vous invite à écouter rapidement le président Patrice Talon et on revient sur les commentaires. Nous sommes dans la dynamique de régler les problèmes en fonction de nos moyens. On n'a pas changé d'option. Les engagements que nous avons pris, nous en tout cas, on va les respecter et on les respecte.
les échéanciers qu'on a convenus, qu'on a signé avec le syndicat de la santé, nous les respectons. Donc il n'y a rien sur lequel vous pouvez nous prendre à défaut. Pourquoi vous continuez de faire grève? Après la décision de ce soir, je ne suis pas en train de conclure, je voudrais compter sur votre sens de responsabilité pour que les discussions continuent, mais dans une autre ambiance. Que les grèves illimitées, répétitives, ne soient plus le seul moyen d'aller en discussion et de noter que nous sommes de bonne foi, que nous avons la volonté d'avancer, que nous avons la volonté d'améliorer les conditions de vie des travailleurs, des fonctionnaires et des autres, de nos autres citoyens. Alors, honorable, la tension sociale à laquelle fait face donc le pouvoir exécutif est manifestement loin donc de son épilogue, puisque la grève reprend le mardi prochain et sur toute l'étendue du territoire national. À quoi ont donc servi donc les deux rencontres que le chef d'État a eues avec les centrales syndicales et le clergé? Je reviendrai en disant que par rapport à la précédente question sur les réformes, donc la superstructure devra être réformée. Et cela appelle nécessairement à la réforme, n'est-ce pas, du système partisan. Parce que les partis sont devenus presque des marchés. Il y en a à foison. Et on peut sortir que comme de petits lacs, on sort de ce lac, on rentre là-bas. Il faut resserrer les choses pour que la volonté générale puisse être lue. Oui. Alors, et ensuite, il faut réformer nos systèmes de santé. Il faut réformer l'école pour que nous puissions produire des cadres émérites, des cadres techniquement valables, compétents. Et donc, ça veut dire ces systèmes de réforme que le président Talon a mis en place, le système même électoral, et produit trop de tensions. Et tension à la réalisation de la liste, tension aux élections, autrement dit au recensement du vote. Et vous voyez, même la dernière fois, le premier tour des élections présidentielles de 2016, et il a failli nous conduire dans l'impasse avec la réaction du troisième qui contestait sa position pour dire il n'est pas d'accord. Bon, si le bon sens n'avait pas prévalu, on aurait. Donc, il faut réformer pour qu'il y ait moins de tensions. Donc, il faut réformer les finances publiques parce qu'il y avait trop de trous sur les caisses de l'État, de manière que une fois que l'impôt est collecté, déposé dans la caisse, eh bien, les soupapes, c'est-à-dire elle est pompée, les ressources sont pompées par des tuyaux et de particuliers et qui sont des connaisseurs de ce réseau, qui sont des animateurs de ce réseau. Maintenant, vous voyez que toutes ces réformes-là, nécessairement, et par rapport à la nature de l'homme qui est conservateur, la volonté du peuple est d'aller au mieux-être, est de corriger tout ce que lui-même a dénoncé et comme mauvais et comme entrave à son bien-être, il voudrait qu'on apporte des corrections. Mais la volonté du peuple, elle est là, c'est ça que j'ai expliqué, mais il y a la nature de l'homme. La nature humaine est conservatrice. Lorsque les réformes sont maintenant mises sur la table pour apporter les corrections que le peuple même appelle, on a commencé par avoir des réactions. Parce que des intérêts particuliers sont en danger. C'est ça. Ces intérêts particuliers sont en danger. Et les gens se disent, et ils commencent par manipuler les autres pour dire non, il faut venir, parce que si vous ne venez pas, ça va vous rattraper. Et là, je dis, on a passé, c'est une grève qui est partie de l'administration publique et qui, petit à petit, se transforme en une grogne sociale. Et moi, dans ma position aujourd'hui, je dirais, tout ça là, c'est les intérêts particuliers en danger. Deux, ces particuliers-là, qui pour protéger leurs intérêts sordides, manipulent, n'est-ce pas, le peuple parce que les conditions n'étant plus très aisées. Vous voulez dire que les centrales syndicales sont manipulées, les responsables syndicaux? Et je dis, c'est eux qui manipulent la population. Ils manipulent la population et ils sont en train de surfer sur l'état de... les conditions difficiles du temps qui n'est pas exclusive au Bénin. Les Togolais vivent les mêmes situations. Les Nigériens
les Gabonais, les Sénégalais. Alors, mais revenons. Le président Patrice Talon a, de mon point de vue, dit tout ce qu'il fallait. Vous m'avez appelé pour que j'apporte un certain nombre de solutions à la bonne gouvernance. Vous m'avez appelé pour ça. Je suis venu, c'est comme le médecin, je commence par mettre mes traitements et vous avez commencé par crier. Alors, je vais vous demander, pour la femme qui veut enfanter et qu'on a amenée sur la table, voilà qu'elle ne peut pas enfanter par la voix basse et qu'on est obligé, n'est-ce pas, de lui faire une césarienne. Elle voit le couteau, elle commence par crier. Faudrait-il la laisser ou faudrait-il l'opérer? Et si on ne le paie pas, elle va perdre la vie avec le bébé. Tout à fait. Donc, ça veut dire que les cris ne doivent pas empêcher de poser les pansements, de poser les traitements. Et c'est lorsque l'enfant apparaît, comme on le dit, eh bien, la famille sourit. Tout à fait. Alors, donc, c'est pour ça que le président de la République a été pédagogique. Et il a essayé de démontrer et que c'est nous qui allons construire notre pays. Je prends le cas du budget général de l'État 2018, gestion 2018, qui se chiffre à quelques heures près à 1865 milliards. Le Bénin, notre pays, doit collecter sur les citoyens environ 1200 milliards. Je crois, hein? Et nous devons aller rechercher les 600 quelque chose milliards à l'extérieur, sous forme de dons, sous forme de prêts, etc. Alors, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avions déjà balisé comment nous devons utiliser cet argent, nous le savons. Il n'a pas été prévu au moment du vote qu'il va y avoir augmentation de salaire. On a dû faire des efforts puisque même l'UMOA a appelé les États à renforcer, n'est-ce pas, la TVA pour pouvoir soutenir le financement, n'est-ce pas, du programme d'investissement public. Nous sommes dans une zone. Et à partir de là, si cela n'a pas été prévu, comment est-ce qu'on peut maintenant venir décider eh bien, de la révalorisation de l'indice? Comment on peut aujourd'hui? Je voudrais également dire, et lorsque les gens parlent du relèvement indiciaire, du relèvement du SMIG plutôt. C'est à 40 000 francs aujourd'hui. Bon, vous savez comment ça se calcule? On n'invente rien. Pour calculer le SMIG, vous prenez votre budget général de l'État à l'époque et vous voyez, et vous enlevez tous les frais, c'est-à-dire toutes les autres charges, et le reste de l'argent, vous divisez par le nombre de salariés ou la population. Si vous voulez le SMIC, vous tenez pas le nombre, n'est-ce pas, de populations travaillant. Nous sommes d'accord. Et quand vous divisez le montant, ça vous donne tout simplement le SMIC. Ça veut dire, aujourd'hui, au niveau où nous sommes, si nous devons payer tout citoyen béninois qui va travailler, on ne peut donc pas dépasser tel montant. Alors donc, et là, chaque année ou chaque 5 ans, on peut réévaluer la situation et voir si nous produisons plus. Si nous produisons plus et que la population consommatrice diminue, ça veut dire que l'argent va augmenter. Mais si nous continuons de rester statiques, ça veut dire que nous ne produisons pas toujours mieux qu'avant. La production est restée dans les mêmes intervalles, alors que la population consommatrice, nous sommes d'accord, augmente, ça veut dire que le SMIC peut encore baisser. Donc, le rôle de l'État, c'est de faire en sorte pour que la production puisse progresser un peu plus vite même que
le rythme, n'est-ce pas, de naissance. Oui, Monsieur le Président, et votre ami et collègue, le président du parti Restaurer l'Espoir, candidat Zané, n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Hein, et il affirme qu'il a démissionné du gouvernement Talon parce que, je cite, je n'ai aucune place dans une gouvernance cynique et despotique. Alors, fin de citation. Alors, comment appréciez-vous donc ces propos, puisque il était avec vous Oui, c'est un ami, et je n'aime pas souvent me prononcer sur ce que disent les amis. Parce que, vous savez, le président de Restaurer l'Espoir, il se connaît mieux. Et également, nous qui sommes en politique, nous le connaissons. C'est ça. Mais par rapport à ça, je dis, je m'inscris en faux. Que ça, c'est des propos démagogiques. Je le dis et je l'assume. C'est démagogique. Parce que, lorsque vous êtes dans un système, et vous devez concourir à faire avancer le système, à faire progresser le système, et vous devez également savoir que les gens qui sont en dehors du système vous voient et ont les oreilles pour écouter. Donc, en appréciant ce système en disant qu'il démissionne parce que ce système-là, bon, il le dit, mais moi je dis à ce niveau-là que si les intérêts qu'il recherchait lui-même étaient atteints, on n'aurait pas connu ça. Parce que j'ai aussi écouté dire, il a dit à un moment donné, mais que ce n'est pas possible, lui, il fait une carrière politique, il est dans la politique, et on ne peut pas amener de nouveaux nés pour le diriger. Vous voyez maintenant. Donc, il faisait allusion à Djogbenou. Oui. Et puis, aussi, il n'était pas d'accord parce que des ministres comme certaines personnalités qui sont faits ministres d'État. Pascal Iré-Koupaki, par exemple. Pascal Iré-Koupaki, et disait que ceux-là n'avaient pas le mérite de porter ces galons-là. Parce qu'il était le meilleur soldat. Lui, il était le meilleur soldat. Et devait porter cela. Et que c'est lui qui a tué l'ennemi. Bon, ok. Parce qu'on avait entendu dire à un moment donné que si Yaïboni ne partait pas, il ira le chercher à Tchaourou. S'il ne le cherche pas à Kadiam, il ira le chercher à Tchaourou. Donc c'était enflammant, ça enflammait, vous voyez, ça enflammait. On trouvait le John Brie et que le peuple voulait pour pouvoir en finir avec... Donc il était monté sur son gros sabot et puis bon, voilà. Et c'est ça. Maintenant, il faut se dire, mon cher ami, Hospice, lorsque dans une guerre, dans un combat, le général était même lui-même du combat, mais les tirs du général n'ont pas atteint l'adversaire. C'est plutôt les tirs du soldat qui ont atteint l'adversaire. Dites-moi, est-ce qu'on doit déshabiller le général pour habiller le soldat en général? Non. Ou bien on doit décorer le soldat dans l'ordre de mérite ou dans un ordre, n'est-ce pas, national? Moi, je pense qu'il faut le décorer, c'est tout. C'est tout. Non. Donc, le général restera le général, le soldat restera le soldat. Donc, on ne peut pas dire que parce que moi j'ai fait le combat, c'est moi qu'on doit nommer ministre d'État et je ne le suis pas, et on vient encore dessus quoi mettre un initié devant moi pour me gérer, et j'ai l'expérience. C'était le combat, c'était pour dire, on écoutait tout ça là aussi. Et je crois que c'est beaucoup plus la raison qui a fait partie. Comme nous sommes en politique, il fallait venir, il fallait cacher les intérêts particuliers, recherchés et non satisfaits. Il faut les masquer et noircir alors le régime. Donc c'est un bon jeu politique. Honorable Pifano, vous avez vu un peu le monde hier à Parakou, au niveau du congrès du FCBE, les forces pour le bien émergent. Est-ce que ça doit faire peur le régime en place? Non. Quand j'ai vu ça, j'ai comparé ça aux sorties du président Soglo après que on ait défait le président Kérékou. C'était le yo-yo-yo. Et après, vous avez vu qu'après tout ça, on est venu dire au président Soglo, on ne va pas manger les pavés. Donc, quand j'ai vu
Et aujourd'hui, c'est ce matin j'ai vu ça, et c'était sidérant, et tout le monde. Et j'ai regardé ça, et j'ai dit, c'est le peuple qui est en ébullition. Le peuple qui a réclamé qu'on travaille à améliorer ses conditions, tout de suite a commencé par voir que le sacrifice à faire pour améliorer ses conditions est trop dur et il voudrait revenir à l'ancienne situation. Il dit, bon, il vaut mieux, hein, il vaut mieux. Donc, et j'ai vu que c'est le ventre. C'est parce que le peuple a faim. Le peuple a dit, mais jusqu'où je vais payer ce prix? Mais moi, je vais vivre d'abord. Et c'est pour ça qu'il y avait tant d'ovations, hein, tant d'allégresse à la rencontre du président Yahya Boni, parce que tout était à volo, etc. Moi, je ne conteste pas, je suis du peuple. Ce que le peuple veut, c'est ce que chacun pourra également vouloir. Mais, je dis, c'est un désenchantement. C'est l'expression d'un désenchantement. Voyez maintenant. Et dites-vous, comme il faut dire au président Patrice Talon tout simplement que tout le peuple ne peut pas l'aimer. Il vaut mieux même qu'il accepte qu'une partie du peuple ne l'aime pas, sinon il va vite mourir. C'est comme ça la position. Oui, oui. Ouais. Parce que si tout le monde vous aime, mais vous ne saurez même pas quand est-ce que vos ennemis vous ont infiltré et vont vous faire exploser. Donc, et c'est ça la démocratie, c'est aussi l'expression de la démocratie. Qu'il y ait des gens qui soutiennent certaines vérités à eux et qu'il y ait d'autres et qui soient d'une position donnée et qui pensent que c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui qui permettra à ce que le Bénin continue de vivre et d'exister dans le concert des nations demain. Voilà. Et après-demain. Voilà, je rappelle qu'à 10h10, nous allons commencer donc à recevoir donc, les auditeurs sur les antennes de Océan FM. Et honorable, il y a une phrase qu'on a retenue de vous lorsque vous quittez bien sûr la préfecture. Je n'ai jamais pris de salaire depuis ma nomination à la tête de la préfecture de Cotonou, car payer 250 000 francs à un préfet, eh bien, c'est une injure à la décentralisation. Fin de citation. Vous deviez être le premier à applaudir aujourd'hui donc la situation actuelle des préfets, 5 millions par mois, et également la situation des ministres, des DC et autres SG. Bon, écoute, Monsieur Hospice, c'est vrai, je trouvais ça grave parce que les préfets administraient étaient la tutelle des communes. Ça veut dire c'est les préfets qui devaient approuver le budget des communes et qui devaient également assurer l'assistance conseil et qui devaient réprimer les mauvais comportements des maires. Mais que ces préfets-là, ils étaient très mal chaussés, qu'ils ne pouvaient pas voir si les maires faisaient quelque chose de mauvais ou pas. Et le préfet ne pouvait pas agir, parce que le préfet, en tant que représentant du chef de l'État, il est accessible à tout le monde. À défaut de voir Dieu, si tu peux voir comment on les appelle, à défaut de rencontrer Dieu, si tu peux rencontrer les prophètes, mais tu dois acclamer. Donc, le chef de l'État n'est pas quelqu'un qu'on peut aller voir tout le temps, mais on peut aller voir le préfet pour dénoncer au préfet certaines situations et même pour réclamer au préfet une assistance. À 250 000, est-ce que le préfet peut agir comme une soupape? Il ne peut pas. Hein? Donc, ceci étant, je pense que les préfets, pour avoir fait justice au préfet, parce que le préfet doit être au-dessus un peu du maire, pour pouvoir administrer sans complaisance et sans tentation à la corruption. Ouais, maintenant. Donc, moi, je salue ce geste du président de la République qui a rétabli les préfets dans leurs droits. Parce que je suis sûr, avec 5 millions, je sais ce que le préfet peut faire. Et moi, quand j'ai été préfet, il y a des fonds qui arrivent et j'appelais le personnel de la sécurité et je leur disais partager. Parce que les gens n'avaient pas de carburant pour pouvoir intervenir dans la ville. Et je disais, bon, voilà les frais de sécurité qui sont venus. Je les appelle tous, ils viennent, je dis, bon, il vaut mieux partager ça. Donc,
pour avoir réglé aussi ces questions, oui. je pense que c'est tout ça là qui fait aujourd'hui que les préfets ont plus d'autorité, que la sécurité se porte bien dans la cité. Alors, donc, les ministres, aussi millions, il y a aussi beaucoup d'inventions. Des gens inventent beaucoup. 8 millions, mais 16 8 millions. millions, 16 millions, écoute, ben, que vaut, n'est-ce pas, et l'argent si la cité est en faillite. Ça dit si ce n'est que certains qui amassent les sous. Alors que ces ministres aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font gagner au pays? Comme l'a dit, je savais que au Bénin, les salaires sont minuscules, mais les avantages sont énormes. Je donne un exemple. Quand moi j'étais à la préfecture, puisque c'est le préfet qui signe les autorisations, les ordres de mission, j'étais souvent surpris que pour une mission, et les directeurs même qui sont au bureau, qui veulent envoyer leur personnel en mission, on leur signe également des ordres de mission. Et ils sont au bureau, ils n'iront pas. Mais on dit non, que c'est comme ça que ça se fait. Il faut le directeur même là, c'est le premier missionnaire. On lui signe. Et ensuite, je peux vous dire encore que tu retrouves qu'il y a 3 missions dans la même journée. Donc, c'est 2 agents qui doivent aller à Boïcon, 2 agents doivent aller à Kosotomé et 2 autres agents doivent aller à Porto-Novo. Comme le dirait l'autre, ils ont saccagé le pays. Tu suis? Le directeur a 3 ordres de mission. Il sera à Porto-Novo. Au même moment, il est à Parakou. Voilà, il a 3 ordres de mission. De manière que quand on fait le point à la fin, si le salaire du directeur est 300 000, c'est qu'il a 3 millions de primes qu'il doit prendre. Donc, ils ont mis le pays en sac. Et quand j'ai réagi, j'ai dit non, ça ne peut pas se passer. Ah, on m'a dit non, monsieur le préfet, c'est comme ça. Hein. Il faut rentrer dans les rangs. Bon, j'ai dit, j'ai évoqué la situation au niveau du ministre pour dire comment ça se passe. Vous savez, on ne sait pas qui a nommé celui qui est là. Donc on a tellement peur aussi. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il fomente un gros coup contre toi. Il va dire que voilà, tu as fait ci. Ils sont très laborieux en ça. Mais si aujourd'hui, un gouvernement, un régime a le courage de mettre fin à ça et de dire voilà le salaire, point. Toute prime comprise. Et même cette affaire de carburant, on a supprimé ça. C'était très bien. Les bons de carburant se perdaient. Chacun au niveau des affaires financières en disposait. Donc, on a fini tout ça. Donc, ça veut dire que, vous voyez, c'est ça que j'appelle les intérêts particuliers en danger, qui sont en danger. Et c'est ça qui amène à la révolte. Donc, pour clore ce débat, je voudrais dire que il nous faut une nouvelle conscience. Et si nous parlons de conscience, il nous faut mettre en place une structure qui doit former les citoyens béninois, à savoir ce que nous voulons. Bon, nous allons maintenant accueillir dans ce studio Chrisbel Mocho pour le résumé donc, de cette émission. Très rapidement, Chrisbel Mocho, bonjour. Bonjour, Hospice. Vous avez le micro pour le résumé donc, de cette émission. Ancien parlementaire, ancien préfet des départements de l'Atlantique et du littoral, Epiphane Kenom nous a fait savoir qu'il cultive son jardin comme le dirait l'autre. À présent, il essaye d'apprécier les faits politiques dans sa posture de socio-anthropologue. Qu'en est-il de l'ambiance qui régnait à l'Assemblée nationale en son temps? Il nous a répondu qu'il faisait partie du corps de l'opposition. L'administration législative voulait faire passer sa voix et selon lui, il a trouvé la machine pour faire reculer la majorité parlementaire grâce à ses tapages. Pour évoluer dans le débat, il nous parle de son parti politique, le Parti du Rassemblement pour la démocratie et la République, RDR. Son départ de la RB l'a conduit à mettre sur pied son propre parti. Il nous souffle que juridiquement, la renaissance du Bénin se trouve dans les mains des réformateurs. Les dispositions idoines ont été prises par la majorité, nous a-t-il expliqué, en ce qui concerne la renaissance du Bénin. Fermons cette parenthèse, son parti a tenu son dernier congrès le 30 septembre 2017 et selon le président Epiphane Kenom, les événements qui ont suivi les élections de 2016 ont donné raison au RDR. Les missions d'un parlementaire, à savoir
savoir l'établissement des lois qui assurent l'intérêt général, la fixation de l'impôt, le contrôle de l'action gouvernementale, la mission de représentativité pour comprendre les aspirations du peuple et rendre compte ne sont pas respectées. À en croire l'invité, l'essentiel était de déloger l'ancien chef d'État. Il poursuit en donnant son appréciation de la gouvernance du président Patrice Talon. L'ancien parlementaire affirme que tous ses efforts concourent au bien-être du peuple et que c'est le peuple qui s'est rendu justice en optant pour le chef d'État actuel en vue de recréer les conditions qui lui seront favorables. Il profite du plateau de 4 sur table pour dire au peuple qu'on ne peut vouloir une chose et son contraire. L'amélioration de leurs conditions de vie et pouvoir d'achat ne pourra se faire sans la réforme du système partisan, du système sanitaire, du système éducatif, la réforme des finances publiques, etc. Il invite pour finir les citoyens à plus d'acharnement au travail. Merci. Merci Christelle Mocho et à dimanche prochain pour un autre résumé donc, de 4 suites. Alors, Monsieur Epiphane Kenom, c'est la fin de cette émission. Vous avez quelques secondes pour votre mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Hospice de Dravo et les 2 dames qui vous ont accompagné. Je voudrais dire tout simplement que nous qui sommes les sachants, nous devons continuer d'appuyer le régime. Nous ne pouvons pas faire comme les Européens. Ceux qui ont fini de porter leur pays au firmament du bonheur, au firmament du mieux-être et qui pensent qu'ils peuvent gréver tout le temps. Nous qui sommes encore au bas de l'échelle, nous ne pouvons pas vouloir imiter les démocraties qu'on appelle les plus vieilles démocraties. Donc chaque démocratie se construit dans sa réalité. Aujourd'hui, nous sommes donc dans le dénuement des conditions sociales qui puissent nous permettre d'espérer le bien-être. Donc, nous devons nous ceindre les reins pour pouvoir construire cette nation. Chacun fera ses sacrifices pour que le Bénin se porte bien. Voilà. Merci beaucoup. C'est sur ce mot donc, de la fin de l'invité que se referme cette émission 4 sur table du dimanche 11 février de l'année 2018. Merci à vous, Monsieur le Président Epiphane Kenom, de nous avoir accordé vos précieux temps pour opiner sur quelques sujets d'actualité. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je voudrais aussi saluer et remercier Patrick Gomez et toute l'équipe technique de UBN FM de Parakou. Je n'oublie pas celle de Océan Télévision Web avec la caméra Semiat Yessoufou. Chris Bell, merci, était en studio pour le résumé. Bernice Loco s'occupera de vos messages à partir du dimanche prochain. La mise en onde était assurée par Rock Boton Kaido avant de nous séparer. Eh bien, sachez, mesdames et messieurs, que tout bonheur qui ne peut se partager n'est pas le vrai bonheur. Signé Antoine Chaubert. Rendez-vous dans une semaine avec le même plaisir. On m'appelle Hospice Côte d'Ivoire. Au revoir.